Je tiens à remercier le Dr Alexandre Stevens d'être venu. Il est arrivé ce matin depuis Bruxelles, il est arrivé à Genève, et je suis vraiment ravi qu'il soit parmi nous pour venir nous parler justement des troubles anxieux. Avant cela, je présente brièvement le Dr Stevens. Donc, il est psychiatre, psychanalyste à Bruxelles. Il est membre de la cause freudienne, de la New Lacanian School et de l'Association mondiale de psychanalyse. Donc, il est psychanalyste. Il est notamment directeur thérapeutique du Courtil, une institution qui s'occupe notamment d'enfants psychotiques. Je serais très curieux en tout cas de savoir plus tout à l'heure, on discute avec lui. Il donne régulièrement des conférences par le monde. Il s'occupe d'une section, la section clinique de Bruxelles. Il a écrit dans diverses revues psychanalytiques, notamment La cause freudienne, Quarto, La petite girafe, Cornicard et Montagne. Voilà, alors je lui cède la parole. Encore merci d'être parmi nous. Merci de ces mots de présentation. Merci aussi de m'avoir invité. Ce n'est pas la première fois que je viens en Suisse. C'est un plaisir aujourd'hui d'intervenir ici à Marsens, qui est près de Fribourg, qui est un endroit que j'aime beaucoup, dans lequel je ne suis jamais venu pour travailler, et que j'aime beaucoup pour mes retours de vacances, Fribourg, parce que c'est une très belle région. Alors, le DSM, qui est donc la méthode statistique diagnostique qui nous vient des États-Unis, ou le CIM, dont le titre complet c'est la classification statistique internationale des maladies, n'est-ce pas, qui lui vient de l'OMS, sont deux méthodes diagnostiques aujourd'hui répandues dans les services de psychiatrie. Toutes les deux se disent bien statistiques. Quand on les lit d'ailleurs, on voit bien que ces répartitions statistiques, là je prends les troubles anxieux, mais c'est vrai pour la série des autres troubles mentaux qui sont repris, ces descriptions statistiques sont fondées sur une observation statistique de phénomènes. Ce n'est pas sur une dynamique subjective, c'est sur une simple description phénoménale. C'est-à-dire que cela cherche à gagner en objectival. J'hésite entre objectivité, je peux pas faire un lapsus, entre objectivité et objectivation. Je ne sais pas si ça en gagne en objectivité, mais ça cherche en tout cas à objectiver davantage. C'est-à-dire à pouvoir transmettre l'objet d'une façon plus précise entre les divers praticiens de diverses orientations. Ça peut être un avantage, certes, mais il faut bien voir que c'est avec un inconvénient, c'est la perte de la valeur proprement subjective au sens dynamique du diagnostic. C'est une perte aussi du rapport à la causalité dans le diagnostic. Si j'étais relire là les catégories reprises dans le DSM et le CIM à propos des troubles anxieux, et au fond, plusieurs choses m'ont immédiatement frappé. C'est que l'angoisse, ou les troubles anxieux, parce qu'il est plus question de troubles anxieux que d'angoisse. Après tout, je sais pas vérifié, je ne suis pas sûr que le terme angoisse y figure. Ce qui y figure, c'est des troubles anxieux. Le mot d'angoisse ne figure pas comme tel, n'est-ce pas? Merci. C'est les troubles anxieux auxquels on peut donner des noms plus particuliers lorsqu'ils sont vifs, ce que nous appelons classiquement l'angoisse. On dit trouble panique, n'est-ce pas? Pour dire la vivacité du trouble anxieux et l'opposer aux anxiétés diffuses. Ce qui m'a frappé en allant relire ça, pour venir vous voir, parce que ça ne fait pas partie de ma lecture habituelle, c'est le côté
où les troubles anxieux sont associés à la névrose. Comme ça ne fait pas partie de ma lecture habituelle, j'en suis encore au DSM-3+, le 13e 3R, pardon. Donc il y a peut-être des petites modifications de 4. Mais j'ai vérifié aussi dans le CIM, et au fond, dans les deux cas, les troubles anxieux sont associés aux troubles névrotiques. Mais à chaque fois distingués partiellement des troubles anxieux à caractère somatoforme, c'est-à-dire du type hypochondriaque, qui sont toujours plus suspects d'être à l'origine, dans les débuts d'une paranoïa. Cependant, ça ne dit rien de la dynamique de ces cas. C'est purement phénoménal et statistique, et à ce titre, je vois mal comment ça peut déboucher sur autre chose que sur une prescription médicamenteuse. Au fond, une fois fixée l'intensité des crises, leur régularité, la logique qui s'en déduit, n'est-ce pas? Dès lors qu'il n'y a pas là de prise sur la dynamique du sujet, la logique qui s'en déduit, c'est la prescription, disons, de médicaments anxiolytiques, quel que soit de médicaments à visée anxiolytique, en tout cas, quelle que soit la catégorie que l'on en prenne. Je ne suis pas opposé aux médicaments. C'est simplement, je pense que ça n'est pas fondamentalement utile dans tous les cas. Par contre, je pense qu'il faut arriver à réduire l'angoisse, et parfois pour ça, il faut en passer par les médicaments. Mais ce n'est pas mon premier choix. Alors, j'entends dire tout de suite que ce n'est pas ce qui me dérange dans ces méthodes statistiques, n'est pas que les descriptions soient totalement fausses. Elles ne le sont pas. Elles sont même assez justes. N'est-ce pas? Si vous prenez par exemple la première catégorie, c'est ici dans le DSM, n'est-ce pas? Mais c'est la même d'ailleurs qui est reprise dans le CIM. C'est l'agoraphobie. Et là on distingue, en fait c'est dans le cadre des troubles paniques, et vous avez les troubles paniques avec agoraphobie, les troubles paniques sans agoraphobie, et l'agoraphobie sans trouble panique, qui précède du moins, sans antécédent du trouble panique, etc. Puis les autres phobies sociales. Au fond, nous sommes d'accord, ces différentes phobies existent bien dans ces formes phénoménales. Ce qui me frappe très fort là, c'est comment l'angoisse fait partie du symptôme. L'angoisse n'est pas distinguée du symptôme. Du point de vue de la description pathologique, angoisse et symptômes sont considérés sur le même plan. Angoisse, anxiété, puisque c'est le mot utilisé là. Or, c'est cela justement qui me paraît être embarrassant. La position du psychanalyste est à l'opposé de cet outil des DSM, donc non pas parce que ce qu'ils décrivent serait inexact du point de vue de la description, mais parce que d'une part, ça ne permet pas de saisir une dynamique subjective, et parce que d'autre part, justement, il y a dans la simple observation du phénomène, une mise sur le même pied, une mise en continuité du trouble anxieux et du symptôme. Que vous ayez donc l'agoraphobie avec le trouble panique ou pas, ça n'est pas considéré comme fondamentalement différent, n'est-ce pas? L'agoraphobie, c'est un supplément, c'est tout. Ça répond aux critères du trouble panique, premièrement, qui sont des critères statistiques, je ne vais pas vous les lire, mais survenus d'au moins 4 des symptômes suivants, etc. Ça répond au trouble panique, avec en plus l'agoraphobie qui est définie, et là je suis d'accord avec cette définition d'ailleurs, comme crainte de se trouver dans des endroits ou des situations d'où il pourrait être difficile ou gênant de s'échapper. Je me disais en lisant ça qu'après tout, si j'étais un tant soit peu sujet à des troubles anxieux, là, c'est l'occasion de faire une agoraphobie. Parce que je suis bien le seul ici à ne pas pouvoir m'échapper sans que ça se remarque. Outre que je pensais en arrivant que cette disposition de salle est très jolie, ça m'a tout de suite beaucoup séduit parce que ça fait très conversation, j'espère qu'on aura une conversation après.
laisse quand même en devant moi un vide. Et après tout, on sait comment le vide et l'angoisse peuvent avoir aussi des rapports intimes. Mais je veux revenir à cette question de la distinction angoisse et symptôme, parce qu'elle me paraît fondamentale. Freud a sur l'angoisse une théorie qui se modifie au cours de ses développements théoriques. Je ne vais néanmoins pas vous développer l'évolution de l'angoisse dans la théorie de Freud, mais prendre un moment où celle-ci est serrée dans un de ses ouvrages plus tardifs, qui est Inhibition, symptômes d'angoisse. Dans cet ouvrage, Freud distingue clairement les termes. Il les distingue à partir d'un exemple clinique qu'il reprend, qu'il a étudié déjà auparavant, qui est un exemple classique de la phobie infantile, le cas du petit Hans et sa phobie des chevaux. Le cas du petit Hans, donc vous savez que c'est une des 5 études psychanalytiques de Freud, que par ailleurs Freud n'a pas analysé lui-même de façon directe le petit Hans, puisque c'est le père du petit Hans, était lui-même un psychanalyste élève de Freud, et c'est le père n'a pas non plus analysé son fils, au sens où il n'a jamais considéré qu'il était l'analyse de son fils, mais le père amenait à Freud les récits que lui faisait Hans. Et Freud interprétait, donnait quelques indications, le père retournait avec ces indications qu'il transmettait d'une manière ou d'une autre à son fils, n'est-ce pas, ou des questions posées. Il y a d'ailleurs des choses extraordinairement formidables là-dedans. Dans cette observation, Freud n'ayant rencontré l'enfant qu'une seule fois. Alors, Freud dit, au fond, chez cet enfant, il y a une angoisse du cheval. Et une angoisse du cheval qui lui rend impossible de sortir, d'aller promener en rue. Eh bien, il faut distinguer les 3 plans. Il n'est pas possible qu'il aille en rue. Ça, c'est pas de l'angoisse. Ça, c'est de l'inhibition. De l'inhibition au sens où, au fond, c'est la meilleure des défenses contre l'angoisse. C'est une tentative de solution par rapport à l'angoisse qui est extrêmement efficace. Il évite la situation. N'est-ce pas ? Nous connaissons tous, à l'occasion, des patients qui fonctionnent, traitent leur angoisse par l'inhibition. D'abord, la manière, si vous voulez, quand on est un peu angoissé de prendre la parole en public, ce qui arrive à tout le monde, les premières fois, moi aussi, hein, c'est assez normal d'être un peu inquiet, au fond, dans la prise de parole en public. Au fond, il y a des personnes qui sont suffisamment inquiètes pour ne jamais prendre la parole en public. Il suffit d'éviter de prendre la parole en public pour ne pas pour ne pas rencontrer ce point d'angoisse comme tel. C'est du côté de l'inhibition, n'est-ce pas ? L'inhibition, c'est efficace. Ça réduit les facultés, les possibilités, les potentialités du sujet, mais comme barrage contre l'angoisse, c'est évidemment très efficace. Et donc, en n'allant pas en rue, le petit Hans évite l'angoisse. Mais donc, l'inhibition, le côté Hans ne va pas en rue pour ne pas rencontrer le cheval dont il a peur, on voit bien que là, le fait qu'il ne va pas en rue n'est pas un élément de l'angoisse, c'est au contraire un élément de traitement de l'angoisse. Comme inhibition de traitement, de mauvais traitement au sens de traitement déficitaire pour le sujet, n'est-ce pas, qui a des effets déficitaires pour le sujet, mais c'est un autotraitement de l'angoisse. Alors, quel est le symptôme, dit Freud ? Est-ce que c'est, là je le commande de façon un peu libre, encore je peux le citer aussi, donc il se demande, est-ce que c'est l'angoisse du cheval, donc c'est-à-dire la phobie du cheval, qu'il faut considérer comme le symptôme de cet enfant ? Et Freud dit non. Je vous le cite, nous ne pouvons qualifier l'angoisse de cette phobie de symptôme. Parce que ça, c'est pas le symptôme, c'est l'angoisse. Qu'il ait peur du cheval, sa peur, la peur, l'angoisse du cheval, ça, c'est pas le symptôme, c'est l'angoisse. Quel est alors le symptôme du petit Hans, dit Freud ? Eh bien, c'est le cheval. Si le petit Hans avait peur de son père, ça serait une situation tout à fait normale. Mais, n'ayant pas eu assez peur de son père, il a créé une phobie de substitution.
Et cette phobie, c'est la peur du cheval. Ce qui fait le symptôme, c'est pas l'angoisse, mais c'est le remplacement dans l'objet de la peur du père par le cheval. J'écrivais une formule métaphorique à la place du père, le cheval. Remarquez que dans les phobies infantiles, c'est toujours en partie comme ça. Je me souviens d'un petit... alors quand je dis à la place du père, Freud dit là parce qu'il n'avait pas assez peur de son père. Le petit Hans, il faut dire, donc son père, qui était très gentil, apparaissait un peu palo quant à la prise de décision. Au fond, disons, pour le dire simplement, ce n'est pas lui qui portait les culottes. C'est-à-dire, c'est pas l'homme qui imposait la décision. D'ailleurs, Freud a cette séquence fantastique dans cette observation de phobie du petit Hans. C'est le petit Hans demande à son père, donc c'est le père qui ramène ça à Freud. Le petit Hans demande à son père, est-ce que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur? Et le père répond, ça ce n'est pas certain, c'est si Dieu le veut. Alors le petit Hans va demander à sa mère, est-ce que on va avoir un petit frère ou une petite sœur? Et sa mère lui répond non. Alors il dit, mais papa m'a dit si Dieu le veut. La mère ajoute, oui, mais si je ne le veux pas, Dieu ne le veut pas non plus. C'est assez clair. Et, au fond, je ramène là ça de mémoire, le texte lui-même est un rien plus subtil que ça, mais c'est tout à fait comme ça quand même. Et au fond, vous avez bien là une fonction de la phobie, c'est de venir se substituer à l'insuffisance de la règle, à l'insuffisance de la loi qui règle les rapports de l'enfant avec sa mère notamment. C'est ce que vous remarquez avec tous les enfants d'ailleurs, à un moment ou l'autre. Je me souviens, moi, je pense à un petit garçon qui avait à l'époque 3 ans, 3-4 ans, dans ces eaux-là, et qui entendait un chien crier au moment d'aller dormir, un chien qui était chez le voisin, dans un jardin voisin. Et il avait très peur de ça, au moment d'aller dormir. Et alors, ses parents cherchaient à le rassurer, mais le chien ne pourra pas venir, il y a mieux, etc. Ça ne faisait qu'accentuer sa peur. Il fallait vraiment qu'à un moment, le père dise, écoute, maintenant, maman va dans son lit, toi tu restes dans le tien, pour qu'il se calme. Donc là, on voit, si vous voulez, la fonction de la phobie comme mise à distance de l'autre, comme installation de la loi, à la place du père, le cas échéant. Le père étant l'organe, à prendre là comme fonction de la loi, simplement. Et donc, vous voyez ce que je veux souligner déjà à partir de là, c'est la distinction précise chez Freud entre l'angoisse comme ce qui surgit sur le sujet, comme ce qui tombe sur le sujet. On va essayer de préciser qu'est-ce que c'est cette angoisse, cet état anxieux, etc. Comme ce qui tombe sur le sujet, mais distinguer ça de la manière dont le sujet trouve une façon symptomatique de déjà traiter cette angoisse. Trouve des manières à lui, en construisant un symptôme, c'est-à-dire une sorte de compromis, qui à l'occasion peut être souffrant, mais moins inquiétant que l'angoisse. Et au fond, avec le cheval qui remplace le père, vous voyez la simplicité du compromis. Et vous voyez aussi que ce compromis est de l'ordre d'une élaboration, de l'ordre d'une nomination, d'un ordre signifiant, de l'ordre d'une parole qui peut être construite. Quand la phobie ne se construit pas, le sujet reste dans un rapport beaucoup plus brut à l'angoisse. Donc, chez Freud, l'angoisse est toujours liée à une dimension de perte. C'est pour ça qu'il dit d'ailleurs que l'angoisse est angoisse de castration. Et
l'équivalent de l'angoisse de castration du côté féminin, c'est l'angoisse de la perte de l'objet d'amour. Alors Lacan va reformuler ça. L'angoisse est certes toujours liée pour Lacan à une perte, mais sous l'aspect particulier du surgissement de l'objet perdu. Donc le cas ici dont je viens de vous parler du Courtil rend bien compte de ça. L'angoisse surgit quand surgit le regard. Ce regard qui s'était fixé au moment de la perte. Ce qui fait que pour Lacan, l'angoisse surgit d'un trop de présence d'un objet. De l'objet en tant que perdu et innommable. C'est en ça que Lacan peut dire, je pense c'est repris dans l'argument, que l'angoisse est ce qui ne trompe pas, dans la mesure où c'est le seul affect qui ne trompe pas, dans la mesure où les autres trompent, n'est-ce pas? Quand on pleure, ça peut être de tristesse ou de joie, etc. L'angoisse est le seul affect qui ne trompe pas parce qu'il désigne un point de réel pour le sujet. Et donc de ce point de vue-là, l'angoisse sert de guide aussi dans la cure. Quand un sujet est angoissé par quelque chose, c'est précisément le point où pour lui c'est jouer un certain réel. Ce réel se montre par le goût de la présence inattendue d'un objet. Et donc vous savez que dans la psychologie classique, à l'occasion, on va distinguer la peur et l'angoisse sur le rapport à l'objet. Souvent, on dit que la peur, c'est quand on a peur quand on peut nommer un objet. On est angoissé quand on ne sait pas de quoi, n'est-ce pas, quand il n'y a pas d'objet. Lacan reprend ça, au fond, en situant les choses un peu différemment. Il distingue autrement la peur et l'angoisse. L'angoisse étant elle-même pas sans objet. Certes, dans la peur, il y a un objet, mais ce n'est pas l'objet qui compte pour le sujet. C'est plutôt pris dans une dimension d'inconnu. Lacan prend un exemple d'un texte de Tchekhov qui s'appelle Frayeur, ou Peur, si vous voulez, qu'il cite partiellement. Il s'agit dans ce conte de Tchekhov, il s'agit de sujets qui voient quelque chose d'inexpliqué. N'est-ce pas, par exemple, un sujet qui voit au loin un clocher qui apparaît assez proche, pourtant pour qu'il puisse en voir les détails. Et il voit alors vaciller par la lucarne un étage élevé de l'endroit, un endroit où on ne peut accéder d'aucune façon, une mystérieuse flamme que rien ne permet d'attribuer à aucun reflet. Et le sujet se met à avoir peur. On peut connaître ses peurs. C'est néanmoins une peur devant l'inexpliqué. C'est une peur devant l'inexpliqué qui ne touche pas le sujet comme tel. À aucun moment le sujet n'est menacé, à aucun moment il ne s'agit de quelque chose qui touche le sujet de près. Il s'agit plutôt donc d'une peur d'un objet extérieur, d'un inconnu. Alors que l'angoisse, elle, concerne un objet intime du sujet. La présence d'un objet du sujet. Je vais vous raconter à ce propos une anecdote qui est arrivée à une de mes analysantes. Une femme qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur, qui vit seule, qui et un jour, un soir, on vient sonner à sa porte d'un appartement à l'étage. C'est un ouvrier qui est là et qui dit « Je viens pour l'ascenseur ». Mais l'ascenseur fonctionne parfaitement. Alors elle le laisse entrer, il s'explique un peu, elle trouve ça quand même assez étrange comme démarche, et puis il s'en va. Une demi-heure après, on sonne de nouveau chez elle. C'est cet homme qui vient lui dire « Écoutez, ce n'est rien, votre ascenseur n'a rien, je me suis trompé d'immeuble, c'est l'ascenseur de l'immeuble à côté. » Et il s'en va. Ça la laisse un peu perplexe, mais pas inquiète. Un peu plus tard, elle est au lit et elle entend un grattement à la porte.
là, elle commence à s'inquiéter. Il ne faut pas l'imaginer trop, mais elle commence à s'inquiéter. Et au fond, elle se lève, elle fait de la lumière, elle fait du bruit, et elle crie « Il y a quelqu'un ?» Là-dessus, le grattement s'arrête. Et au fond, elle va se recoucher plutôt rassurée. Jusque-là, un peu, disons, avec une certaine peur. Elle a eu là un peu peur, mais pas davantage. Elle est recouchée et que quelques minutes après, le grattement reprend à sa porte. Alors, là, elle téléphone à la police. Non, mais si vous voulez, jusque-là, c'est de la peur, et elle est prudente, n'est-ce pas? Elle téléphone à la police, et la police vient, et sonne à sa porte. Il fait constater qu'il n'y a personne sur le palier, on a vu rôder personne, mais la police, cherchant d'où peut venir ce bruit, découvre que c'est un rat qui est caché dans le cache-radiateur du palier, qui fait ce bruit. Là, vous voyez, c'est tout à fait rassurant. Eh bien, elle rentre donc chez elle, elle éteint la lumière et elle n'arrive plus à s'endormir. C'est là qu'elle est saisie d'angoisse. Elle est saisie d'angoisse en se rappelant que son père lui dit toujours « Chez toi, c'est un trou à rats ». N'est-ce pas, pour lui dire à quel point, enfin, elle vit dans le désordre. Et donc, on a là une distinction entre la peur face à l'inconnu, à la menace non subjectivée, non intime en tout cas, à quelque chose qui ne menace pas vraiment le sujet. Elle ne perd pas ses moyens, elle appelle la police. N'est-ce pas, ça n'est pas un état anxieux, c'est une peur passagère. Et puis le moment où la menace devient tout à fait irréelle, mais en fait beaucoup plus réelle, c'est quelque chose d'elle là qui la réveille, c'est ce rat, n'est-ce pas? Ce rat dans toute l'intimité qu'il a entre son père et elle. C'est le reproche du père qui lui revient sous la forme d'angoisse. C'est-à-dire que l'angoisse est le signe, qui ne trompe pas, de la présence de l'objet intime, à l'occasion ignorée du sujet. C'est une présence irruptive, c'est-à-dire qui produit une rupture dans la chaîne, comme irruption d'un réel, c'est-à-dire irruption de quelque chose d'innommable. Ce rat, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas beaucoup le préciser, elle ne peut pas en dire grand-chose. Néanmoins, il est beaucoup plus réel comme... Et à la fois, il n'est pas une menace directe, il est beaucoup plus réel comme présence que le supposé cambrioleur précédent. L'angoisse, c'est donc l'irruption d'un réel comme à la fois quelque chose de pas tout à fait nommable, pas tout à fait possible à reprendre dans une élaboration, et hors image, faisant irruption dans l'image comme inquiétante étrangeté. C'est de l'analyse sur laquelle Freud se fonde pour son étude sur l'angoisse, n'est-ce pas? C'est le texte du conte d'Hoffmann, L'inquiétante étrangeté, où le regard se trouve lié à la fois au sexe et à la mort et se détache de l'œil, dans lequel je vous ai présenté du Courtine. C'est également son regard à lui qui lui revient dans la vision, n'est-ce pas? Dans la vision de l'autre qui le voit, dans la vision de l'autre qui le regarde, n'est-ce pas? Dans le regard plutôt qui lui revient de l'extérieur des autres comme potentiellement méchant, il y a son regard à lui au moment où sa mère passe par la fenêtre, n'est-ce pas, qui est présent. La phobie déjà traite l'angoisse, comme je le disais là chez le petit Hans. Elle traite l'angoisse. Lacan a cette formule formidable, il dit d'un côté,
Dans la phobie, d'un côté, il y a le loup, de l'autre, la bergère. Au fond, ce qui équivoque bien avec ce que je vous évoquais tout à l'heure, des enfants phobiques, notamment de cet enfant qui ne voulait pas aller dormir en entendant le chien qui criait, mais dont le chien lui faisait quand même moins peur que la bergère, sa mère en l'occurrence, n'est-ce pas? C'est qu'en effet, l'angoisse n'est pas seulement liée à la présence d'un objet étrange et intime pour le sujet, à l'irruption d'un objet étrange et intime, mais elle est aussi liée à l'énigme du désir de l'autre, au comment veut-il, à quelle sauce l'autre veut-il me manger. C'est présent d'ailleurs aussi dans l'exemple clinique que je vous donnais du courtil, bien qu'il ne s'agisse d'un cas de psychose dans ce cas-là, mais c'est quand même, quand ils me regardent, que me veulent-ils, n'est-ce pas? Je sais bien que je suis grand, je sais bien qu'on me dit que c'est parce qu'on m'admire, mais quand même, pourquoi me regarde-t-on avec autant d'insistance? C'est parce qu'on me veut quelque chose d'autre. Lacan prend à ce propos un exemple assez drôle d'ailleurs dans son séminaire. Il propose à un moment, c'est en tout début de son séminaire, il évoque une petite fable, un petit apologue qu'il avait évoqué dans son séminaire l'an passé, et il le ramène là. Il dit l'image amusante que j'en avais dressée devant vous pour un instant. Supposez que moi-même, je revais un masque animal dont se couvre le sorcier de la grotte dite des Trois Frères. C'est une grotte magdalénienne en France, dans laquelle il y a une gravure assez exceptionnelle d'un sorcier recouvert par une tête d'animal, un visage recouvert d'une tête d'animal. Supposons que je mette un masque et que j'ignore le masque de quel animal j'ai mis. J'ignore à quel animal appartient ce masque et que je me trouve face à une menthe religieuse. Comme j'ignore le masque que je porte, évidemment j'ai toutes les raisons de pouvoir être inquiet si la menthe religieuse de taille impressionnante, n'est-ce pas, se mettait à considérer que je porte un masque du mal, puisque vous savez que les menthes religieuses mangent la tête du mal au moment de la copulation. Elles le mangent d'ailleurs pour une raison biologiquement nécessaire, puisque l'acte sexuel, le rapport sexuel de la menthe religieuse passe par la coupure de la tête du mâle, parce qu'il y a dans la tête du mâle une glande inhibitrice de l'éjaculation. Et donc il est obligé de couper la tête du mâle pour qu'il puisse, lui, jouir, si on peut dire. Oui, c'est réservé aux menthes religieuses. Mais, quand Lacan évoque cet exemple, c'est pour dire que me veulent-ils dans la mesure où j'ignore ce qu'ils voient en moi, où j'ignore ce qui est très intime à moi. Que me veulent-ils? Que veulent-ils m'arracher? À quelle sauce veulent-ils me manger? Alors, la question, au fond, j'essaie de situer l'angoisse donc, par le biais de sa dynamique comme telle. Qu'est-ce qui est au cœur de l'angoisse? Ce qui est au cœur de l'angoisse, c'est l'irruption d'un objet intime au sujet. C'est à l'occasion accompagnée de cette question, n'est-ce pas, du désir énigmatique de l'autre. Que me veut-il? Au fond, comment se traite cette angoisse? L'angoisse n'est pas... Elle peut servir de guide dans la cure analytique dès lors qu'elle dit un point intime et important du sujet. Mais néanmoins, l'angoisse n'est pas un élément favorable à l'existence. Il s'agit bien de pouvoir diminuer l'angoisse. Certes, donc, il y a les anxiolytiques. J'ai une patiente qui est récemment venue me voir, parce que je suis également psychiatre, une personne qui est venue me voir donc, pour recevoir des anxiolytiques, parce qu'elle présente une anxiété diffuse. Dans un premier temps, en tout cas pour l'instant, parce que là je ne la vois pas depuis très longtemps, je lui ai refusé. Je vais y revenir sur ce cas tout à l'heure. Mais enfin,
je considère que d'abord c'est la parole qui permet de traiter l'angoisse. Alors, je vais essayer de préciser un peu ça. Au fond, Lacan a, par rapport à l'angoisse, il fait un tableau. Un tableau dynamique, au fond, sur l'angoisse. Je dirais, il ne le présente pas comme ça, je dirais l'angoisse et son traitement. C'est un tableau à double entrée. Un tableau à double entrée entre, disons, la difficulté pour le sujet, le degré de difficulté, et ce qu'on appelle le mouvement, c'est-à-dire l'agitation que ça cause sur le sujet, n'est-ce pas? Et au fond, c'est sur ce tableau, Lacan écrit inhibition, symptômes et angoisse. Je vous ai déjà dit, bien sûr, comment l'inhibition est une manière de traiter l'angoisse. Comment l'inhibition est une défense maximale contre l'angoisse. L'inhibition, je pense que c'est Lacan qui dit ça quelque part, l'inhibition c'est un symptôme mis au musée. C'est-à-dire que l'inhibition, c'est quand même en même temps, ça va avec une réduction de tout mouvement pour le sujet. Ça n'est pas favorable au sujet. Mais c'est efficace par rapport à l'angoisse. Les autres termes que Lacan met là, sont l'empêchement, l'embarras, l'émotion et l'émoi. Je ne vais pas développer beaucoup ces 4 termes, mais disons que ce sont 4 modes de réaction du sujet qui sont soit dans un mode d'inhibition plus ou moins symptomatisé, soit dans un mode d'inhibition plus ou moins fortement éprouvé comme affectant le sujet. N'est-ce pas? Parce qu'après tout, là, dans l'inhibition comme telle, le sujet est assez désaffecté. Je voudrais juste, au fond, prendre un exemple de l'un de ces cas, c'est-à-dire l'empêchement, par exemple, on peut considérer que l'empêchement, c'est une partie du symptôme obsessionnel. Par exemple, quand l'homorat voit vous connaissez peut-être cette séquence, l'homorat, c'est encore une des 5 psychanalystes de Freud. Il voit à un moment, il y a une dame qu'il aime beaucoup, mais qu'il n'ose pas épouser, parce qu'il hésite entre deux, c'est assez classique. Et un jour, donc, il rentre du travail et il voit un gros caillou sur le chemin. Et il a cette pensée, typiquement obsessionnelle, il faut bien dire, c'est la dame que j'aime doit rentrer par le même chemin et elle pourrait buter sur le caillou et tomber. Remarquez, donc il enlève le caillou du chemin. La pensée, évidemment, on voit tout de suite évidemment l'ambivalence même de la pensée là, parce que penser elle pourrait tomber est en soi pas si sympathique que ça. En même temps, retirer le caillou est une preuve au fond plus sympathique. Mais là-dessus, il rentre chez lui et il se dit que ce qu'il vient de faire est complètement fou, ce qui est vrai quand même, et que si maintenant il laisse ça, une folie pareille en état, il va arriver alors quelque chose de bien pire à cette dame qu'il aime. Et donc il refait le chemin en sens inverse, il va rechercher le caillou dans le fossé et le remet sur la route. Bon, on peut parler évidemment à ce propos de toutes les ambivalences de l'amour et de la haine, ce que Lacan appelle l'énamoration, c'est-à-dire comment la haine est là imbriquée dans l'amour, puisqu'au fond, il imagine tomber à deux reprises quand même. Mais vous voyez bien qu'au fond, dans ce mouvement-là, il n'est pas complètement inhibé, mais c'est toute la phase d'empêchement du symptôme. Il est empêché de faire quoi que ce soit. Enfin, ce qu'il fait, il doit ensuite le réparer en sens inverse. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ce que je veux souligner, c'est que ces faces-là
d'empêchement, par exemple, c'est déjà une formulation symptomatique. Ça, au fond, ce niveau-là, moi je considère, je lis ce tableau comme ceci, n'est-ce pas? Ce niveau-là, c'est le barrage le plus solide contre l'angoisse. C'est en même temps un barrage contre l'angoisse, n'est-ce pas? Un barrage contre l'angoisse qui est sans promesse d'évolution pour le sujet s'il en reste là. N'est-ce pas? C'est un barrage contre l'angoisse qui arrête le sujet. Le niveau suivant, c'est le symptôme, c'est-à-dire l'organisation, la formalisation sous forme de symptômes de ce qui angoisse le sujet. Le symptôme, c'est un travail de traduction. Travail de traduction, je prends sous le terme de symptôme à la fois la production propre du sujet, production qui peut être souffrante, n'est-ce pas? Je prends là le cheval du petit Hans, le cheval à la place du père. Production qui peut être souffrante parce que le petit Hans souffre de cette peur du cheval, forcément. Comme nos patients névrosés, psychotiques, souffrent des symptômes. En même temps, cette production symptomatique aide à supporter l'angoisse qui sinon sera là à l'état trop brut. Il y a tout un travail d'élaboration du symptôme, d'épurement du symptôme. Il y a un travail, au fond, de traduction de la jouissance, de traduction du réel, de traduction de l'angoisse, de traduction en mots, de traduction en formes diverses, qui est tout le processus de symptomatisation. C'est-à-dire qu'on peut prendre le symptôme par le bout du symptôme qui fait souffrir, mais aussi par le symptôme, par le bout du symptôme avec lequel on se débrouille finalement dans le monde et dans le champ social. Le symptôme, être psychiatre ou psychanalyste, c'est aussi des symptômes, si vous voulez. Je le prends comme ça. C'est-à-dire, c'est comment on a trouvé un arrangement dans son existence, n'est-ce pas, qui permet de traiter son propre réel à soi, d'une manière qui, par ailleurs, s'inscrit plus ou moins bien dans le champ social par ailleurs. Et donc, le symptôme, c'est pas seulement ce dont on souffre, c'est aussi ce sur quoi, et c'est surtout peut-être ce sur quoi on peut prendre appui. Il s'agit bien entendu du symptôme, de pouvoir construire un symptôme qui, pour le sujet, soit moins souffrant, plus épuré, et qui lui permette de l'inscrire dans le champ social de façon utile pour lui, éventuellement pour les autres. C'est le barrage central et principal contre l'angoisse. C'est l'organisation du symptôme. Quand le sujet est confronté à l'angoisse et que cette organisation du symptôme échoue, alors, dit Lacan, le dernier barrage contre l'angoisse, c'est l'acting out et le passage à l'acte. Donc, l'acting out et le passage à l'acte, comme équivalent du symptôme à un certain niveau, mais sauf que c'est des équivalents en court-circuit. Lacan distingue acting out et passage à l'acte. Je ne voudrais pas ici développer ça trop longuement, mais il les distingue essentiellement sur un point, c'est le passé. Il appelle, les deux mots sont équivalents, bien entendu, puisque l'un est anglais, l'autre est français, mais Lacan utilise le fait de ces deux mots qui sont tous les deux d'usage en français pour faire observer qu'il y a deux manières de passer au sens courant, comme on dit. Et une façon de passer à l'acte qui consiste à sortir de la scène. En psychiatrie, c'est ce qu'on voit spécialement du côté du suicide. C'est la sortie de scène. Mais ça peut être aussi la sortie de l'hôpital. C'est sortir de la scène au sens, n'est-ce pas, où je pars. C'est je coupe, là. C'est la sortie de l'hôpital en acte, si vous voulez, à un moment défavorable. Il y a des sujets qui font ça, en traversant non pas le mur, mais enfin quand même le miroir à l'occasion.
c'est des passages à l'acte, c'est-à-dire c'est des sorties de la scène. De même que certains arrêts de cure analytique, c'est bien sûr, il est tout à fait justifié aussi d'arrêter à un moment, de sortir de l'hôpital, tout ça. Mais on voit bien qu'à certains moments, certaines sorties sont tout à fait équivalentes, non pas à un suicide nécessairement, mais en tout cas à une sortie de la scène dans laquelle quelque chose était en train de se construire et de s'élaborer. Et évidemment, l'extrême de ça, c'est le suicide. Le suicide en tant que réussite, c'est-à-dire en tant que sortie de scène. En tant que réussite ou en tant que devant réussite, comme sortie de scène. Par contre, il y a l'acting out, qui est plutôt la monstration sur la scène de quelque chose qui concerne le sujet. Et au fond, là, vous avez quand même beaucoup de passages à l'acte, entre guillemets, d'adolescents, par exemple, qui sont du côté de l'acting out, du rapport à la loi montré dans l'acting out. Mais vous avez aussi un certain nombre de tentatives de suicide qui sont des appels par l'acte. Il s'agit pour le sujet de montrer quelque chose par l'acte, et non pas de sortir vraiment de la scène. Encore faut-il bien sûr que l'autre le voie, sinon ça peut être aussi catastrophique. Oui, je pensais par exemple à une séquence où passage et acting out sont mêlés. Il s'agit d'une dame, c'est des personnes que je suivais il y a de très nombreuses années, à l'époque où j'étais encore psychiatre, et c'est une dame qui a fait une tentative de suicide. C'est-à-dire qu'elle avait pris des médicaments et elle a téléphoné à son mari pour lui dire « j'ai pris des médicaments ». Son mari est revenu du travail, a vu en effet qu'elle avait pris des médicaments, il a téléphoné à son médecin traitant, et la femme du médecin, sa femme était endormie, elle était passée déjà en coma. Et la femme du médecin traitant lui a dit « est-ce que c'est urgent parce que mon mari ne rentre que ce soir ?» Et l'homme a répondu « non, on attendra qu'il rentre ». La femme est décédée. D'accord. Là, il faut bien dire qu'il y avait un acting out du côté de la dame, mais un passage à l'acte par abstention du côté du mari. Ça me paraît quand même très clair. Si vous voulez, c'est pour distinguer brièvement acting out et passage à l'acte. Mais enfin, de façon plus large, sans vouloir raffiner trop cette distinction, on sait bien comment, dans les institutions, et notamment le courtier, dans les institutions en fonds psychotiques, dans certains hôpitaux, surtout les hôpitaux qui ont des secteurs adolescents, ou des hôpitaux aussi qui ont des secteurs où ils reçoivent des gens qui sont en grande difficulté sociale, c'est-à-dire violents, comme on dit, n'est-ce pas? On sait bien que dans ces cas-là, le passage à l'acte, le côté être dans le passage à l'acte, vient à la place du symptôme, n'est-ce pas? Vous avez un certain nombre de sujets, donc moi je vois ça aussi au courtier, de jeunes qui arrivent et qui sont très forts dans le passage à l'acte. Et tout le premier temps du travail consiste à arriver à les faire passer d'un autre côté que le passage à l'acte, du côté du passage par la parole. C'est d'allonger le circuit de la réponse à l'angoisse, en passant par la parole plutôt que par l'acte, dans la mesure où l'acte est ininterprétable, de façon générale. L'acte est un court-circuit. Mais c'est un court-circuit efficace. C'est sûr que quand on a sauté sur les rails du train, on n'est plus angoissé après. De même que d'ailleurs, les jeunes qui ont produit des acting out, après l'acting out, eh bien on est moins angoissé, ça calme. Ce sont donc là des remparts contre l'angoisse, où la certitude est alors transférée de l'angoisse à l'acte. Je voulais, évidemment, par rapport à ça, quand j'évoque ainsi l'angoisse, j'ai glissé quand même des troubles anxieux à l'angoisse. Parce que quand on parle dans des scènes, quand on ne parle pas d'angoisse, on parle de crise de panique, mais il y a aussi toutes les dimensions. Le trouble anxieux implique qu'il y ait une continuité entre la panique et l'anxiété diffuse. Que c'est du même ordre. D'ailleurs, c'est les mêmes médicaments.
Or, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait du même ordre. De cette angoisse utile pour repérer un point de réel, de cette angoisse dont Freud dit qu'elle est un signal, que je présente là comme signe d'un danger intime au sujet, par rapport à quoi le sujet, ce qu'il a de mieux à faire, c'est de construire un symptôme. De cette angoisse-là, il faut distinguer un autre mode de l'angoisse, qui est quand en effet le sujet se met à fabriquer de l'angoisse en surcroît, inutilement. N'est-ce pas ce que Freud distingue l'angoisse signale et l'angoisse diffuse. Quand dit-il, le moi se défend en excès. Je vais vous le citer précisément. L'angoisse est donc d'une part attente du traumatisme, n'est-ce pas? Ça, c'est le côté, l'angoisse comme signal, l'angoisse comme justement ce qui vient signaler la présence d'un réel, la présence de quelque chose, d'un objet intime trop inquiétant pour le sujet, et d'autre part, répétition atténuée de celui-ci. C'est-à-dire que là, l'angoisse se met à être produite comme anxiété diffuse. Je suis en permanence angoissé, parce que quand je ne rencontre pas l'angoisse, je suis angoissé par l'idée que je pourrais être bientôt angoissé. Non, je pense que c'est un discours qu'on entend tout à fait précisément comme ça, n'est-ce pas? C'est ça l'anxiété diffuse. Ça n'est plus l'angoisse comme point de repère, c'est l'angoisse comme ce qui gêne complètement le sujet. Ce n'est pas l'angoisse qui permet de repérer ponctuellement un point vif pour le sujet, mais notamment un point traumatique. Mais c'est l'angoisse en tant que, justement, elle immobilise le sujet. J'insiste, tout récemment, c'est pour ça que je pense à elle, parce que c'est évidemment des situations qu'on rencontre assez souvent, j'en ai vu d'autres. Mais une dame qui est venue me voir pour une anxiété diffuse. Elle est tout le temps un peu angoissée. Voilà. Elle n'a pas une grande angoisse, elle a régulièrement des crises d'angoisse. Mais enfin, elle est toujours un peu angoissée. Anxiété généralisée. Et donc elle venait pour me demander des médicaments que je lui ai donc pour l'instant refusés. Je lui ai refusé en lui disant quand même que c'est une jeune dame, que ce serait dommage qu'elle entre dans un circuit d'intoxication, simplement. Parce que les neuroleptiques, les anxiolytiques sont de façon générale quand même très largement prescrits. C'est parmi, en Suisse, je ne sais pas, mais en France et en Belgique, c'est quand même la drogue la plus répandue. Elle est simplement tout à fait légale et administrée médicalement. Je n'ai rien contre, hein, mais c'est spécialement chez les femmes extrêmement répandu, à un point qu'on peut quand même se demander si c'est tout à fait nécessaire. Il y a d'autres médicaments comme ça. J'ai lu dans un journal hier que les médicaments contre l'hyperactivité chez l'enfant, n'est-ce pas, c'est Ritalin, voilà, comme chez l'enfant, ont été en Belgique. Sur les 6 premiers mois de 2011, on en a prescrit autant que le total de 2009 et 2010 réunis. Là, on voit la courbe exponentielle. Et les enfants n'ont pas l'air généralement plus calmes. Autant, c'est-à-dire, il y a quand même, si vous voulez, là, une course à la médicalisation, à la médication, qui me paraît par moments excessive. Enfin bref, je l'ai retenu simplement avec l'idée que s'il faut d'un peu d'anxiolytique à un moment, pourquoi pas, mais plutôt éviter d'entrer dans ce circuit avec trop de facilité. C'est seulement ça mon idée. Pas trop facilement. Je lui ai dit ça. Et je lui ai dit que je proposais plutôt de laisser l'en parler. Et là-dessus, elle m'en parle. Et tout de suite, évidemment, on trouve quand même le début de ça, parce que c'est pas depuis toujours qu'on a une angoisse un peu diffuse. Et le début de ça, c'est depuis une rupture amoureuse. Ça, c'est banal. C'est d'autant plus banal que de toute façon, depuis lors, elle est avec quelqu'un d'autre et ça n'a pas arrêté l'angoisse diffuse. C'est pas simplement parce qu'elle est seule. C'est-à-dire que la rupture amoureuse a déclenché ça. Ce qui fait que lors d'une séance ultérieure,
elle me dit que, oui, en fait, elle y a réfléchi, et qu'au fond, elle ne peut pas trouver de meilleure façon d'expliquer son anxiété permanente aujourd'hui, que ça lui rappelle toujours la fois où elle était la première fois vraiment très embarrassée, angoissée, inquiète au travail. C'est au point donc que quand elle vient me voir, elle a arrêté son travail, elle est actuellement, je pense, sans doute, comme on dit, sur la mi-temps, elle doit être au chômage, je pense, au chômage. Elle voudrait rechercher du travail, mais elle est angoissée de chercher du travail. Et elle est en même temps angoissée de ne pas avoir de travail et de ne pas oser en chercher. Donc c'est vraiment, tout devient anxiogène. C'est une sorte d'anxiété diffuse permanente. Et donc elle me dit, ben voilà, je suis assistante sociale, et le premier travail que j'ai eu, c'est il y a quelques années. Je trouve que je travaillais bien. D'ailleurs, mes collègues les plus âgés trouvaient aussi que je travaillais bien. Mais ils me faisaient un reproche, c'est que je n'arrivais pas suffisamment à expliquer aux collègues quels étaient mes repères, ma méthode de travail. Et donc, on mettait en doute la qualité de mon travail, non pas sur ses effets, parce qu'au fond, ça allait plutôt que tout se passait bien. Mais ce que ses collègues lui disaient, c'est que si tu ne peux pas expliquer ta méthode, alors on ne sait pas ce que ça va donner, peut-être avec un autre patient. Et donc, depuis lors, elle est angoissée et elle n'ose pas parler en public. Elle n'ose pas parler de son travail à ses collègues les derniers temps, c'est comme ça qu'elle a arrêté. Et au fond, ce qui lui fait difficulté de ne pas être au travail, c'est parce qu'elle aime le travail et que quand elle n'y est pas, elle est obligée de réfléchir à ce qui ne va pas, mais que quand elle y est, elle doit rendre compte de ce qu'elle fait. Et quand elle va chercher du travail, eh bien, ce qui l'angoisse, c'est pas de chercher du travail, mais c'est l'entretien qu'on va lui donner en lui demandant « et comment vous travaillez ?» comme assistante sociale. Et donc, un peu après, elle précise encore, elle me dit qu'au fond, il y a quelque chose de plus ancien que ça. J'ai toujours été dyslexique. À l'école, j'étais dyslexique. Et c'est comme ça que je pense, c'est pour ça que je n'arrive pas à formaliser ce que je fais. Parce que je dis les choses dans le désordre. Parce que comme je lisais les lettres dans le désordre. Je trouve ça très intéressant. Au fond, là, elle situe un point qui est plus proche, celui de la cause de cette angoisse. Je ne sais pas encore ce que ça donnera, parce que c'est un travail très récent. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. On voit cette anxiété diffuse, liée quand même d'une part au désir de l'autre, au sentiment de jugement par l'autre, mais aussi à cette petite caractéristique qu'on lui avait donnée, vous êtes dyslexique. Ça, je ne sais pas ce que ça donnera, je le dis bien. Simplement, ce qu'elle m'a dit, c'est au fond, moi je travaille de façon intuitive. Et finalement, il s'est élaboré avec moi qu'elle pourrait dire en entretien qu'elle travaille au cas par cas. C'est l'orientation analytique. Moi, je ne pourrais pas dire ma méthode non plus, personnellement. Ma méthode, elle est d'écouter ce que dit le patient et de le suivre. Pour trouver les points où je l'arrête, où je dis un mot. À elle, si vous voulez, pour réduire son anxiété, à la place du neuroleptique, je lui ai proposé moi. À la place de l'anxiolytique, je lui ai proposé moi. C'est-à-dire, je lui ai dit, vous me téléphonez, j'ai vu un mardi, je crois, vous me téléphonez vendredi pour me dire si vous avez cherché du travail. Elle m'a téléphoné vendredi, elle n'a jamais cessé de chercher du travail depuis lors, elle vient 2 fois par semaine me voir pour en parler. Ça ne fait que quelques semaines. Mais je veux dire, il suffit à l'occasion de se proposer comme le point de soutien, imaginaire du sujet, sans se laisser envahir. Alors, elle a le sentiment d'être jugée par l'autre. C'est ça la question du désir de l'autre qui l'envahit. En même temps, elle retourne ça en sentiment de culpabilité sur elle-même. Je ne vaux rien. C'est pas ça, c'est la pente mélancolique. Je voudrais à ce propos dire un mot pour conclure. De façon à vous laisser la parole pour débattre un peu, je voudrais dire un mot du rapport entre angoisse et culpabilité. Enfin, c'est vrai qu'à partir du moment où le sujet retourne le jugement supposé de l'autre sur lui,
et en fait une culpabilité, il est un peu moins angoissé. Alors, je pense que l'angoisse n'est pas bonne conseillère, que ça demande toujours à être calmé. Ici, je faisais une promotion de l'angoisse, puisque je dis c'est le point vif où peut se saisir un réel du sujet. Mais ça n'est de façon ponctuelle dans la crise d'angoisse comme telle, quand le sujet vient élaboré, ou dans la construction phobique. Mais dans l'anxiété diffuse, ça demande à être calmé. Donc l'angoisse, certes, montre un réel qui peut être utile pour s'orienter, mais n'est pas bonne conseillère sinon pour le sujet. D'ailleurs, parce qu'elle peut pousser, s'il ne trouve pas d'autre solution, au passage à l'acte. La culpabilité, par contre, je trouve que c'est une bonne chose. Je ne suis pas pour déculpabiliser. Je vais vous dire pourquoi. Sans culpabilité, il n'y a pas moyen de faire une psychanalyse. Le principe de la psychanalyse, c'est quand même de se dire, c'est d'ailleurs comme ça que les gens viennent me voir, il m'arrive telle chose. Ce n'est pas la première fois, j'y suis donc bien pour quelque chose. Et je voudrais changer ça. Alors bien entendu, la culpabilité au sens de l'auto-reproche permanent est totalement inutile. Mais la culpabilité, au sens où le sujet prend la responsabilité de ce qui lui arrive, même s'il n'y peut rien, mais qu'il prend la responsabilité de comment il réagit, ça me paraît essentiel. Donc je ne suis pas pour déculpabiliser trop vite. Par contre, l'angoisse, je suis pour désangoisser, parce que cette patiente-là, je ne lui ai pas donné d'anxiolytique, mais je lui ai donné mon numéro de téléphone et j'ai demandé qu'elle m'appelle un jour où on n'avait pas rendez-vous à telle heure. Bon, ça, c'est vraiment, c'est la fonction de l'anxiolytique, c'est vraiment de faire tenir, n'est-ce pas? Bon. Je ne ferai pas ça par rapport à la culpabilité. Voilà, je vais conclure sur cette distinction-là. En vous remerciant de votre attention. Que j'ai trouvé très éclairant à plusieurs domaines. J'aurais beaucoup de choses à vous demander, à discuter, mais bon, il faut choisir. Et c'est cette notion par rapport au traumatisme, pas comme quelque chose de... Je ne sais pas comment vous l'avez formulé, mais pas quelque chose d'horrible, d'insupportable, mais d'inconcevable, ou plutôt de quelque chose de difficile d'assimiler, vous avez dit ça. Et lié à cette notion d'élaboration, qui est un terme profondément psychanalytique, qui m'est très cher parce qu'il est lié à ces rôles de la parole, du langage, pour produire des significations par rapport à des réalités qui sont plutôt assimilées au niveau intime. Est-ce que vous pourriez croiser ces deux notions que je trouve très importantes, celle du traumatisme avec l'élaboration? Comment on élabore un traumatisme dans la clinique psychanalytique? Oui. D'abord, au fond, précisons donc le terme d'élaboration. Il est freudien. C'est Freud qui fait remarquer donc avec la remémoration vient la répétition et le temps nécessaire de la perlaboration. Il appelle ça perlaboration, c'est-à-dire c'est une élaboration. Bon, perlaboration me fait penser moi à une élaboration à travers tout ça permanente. Donc le travail d'élaboration, c'est le travail aussi bien de construction du symptôme avec lésion que le travail. Alors, j'hésite sur les mots parce que je n'ai pas l'idée qu'il est très utile de mettre du plein de sens, mais il est utile de mettre des mots. Et donc le travail d'élaboration
je le vois plutôt comme un travail en même temps, au fond, de mots, de nomination, mais aussi de réduction un peu du sens. Pas trop de sens. C'est pour ça que je préfère presque à la limite au terme d'élaboration le terme de traduction. N'est-ce pas? Traduire en mots ce qui est éprouvé comme jouissance, comme réel, comme traumatisme. Alors, évidemment, le traumatisme, au fond, qu'est-ce que c'est? L'exemple, au fond, qui circule dans nos sociétés occidentales, le plus courant du trauma, ceci dit, vous en avez beaucoup d'autres, ce sont les traumatismes sexuels, la pédophilie. Voilà, ça, n'est-ce pas, là, on a l'exemple du trauma. Du trauma au sens d'ailleurs freudien, puisque les premiers traumas, quand Freud a sa théorie du trauma au début de son élaboration, c'est une théorie du trauma sexuel. C'est-à-dire qu'il est arrivé quelque chose sur le plan sexuel. Il ne dit pas nécessairement qu'il est arrivé au sujet quelque chose qui lui a fait un déplaisir. C'est de façon assez amusante, d'ailleurs, dans ses premiers textes, Freud distingue les obsessionnels des hystériques sur ce point-là. Aux hystériques, il est arrivé un trauma qui a causé un déplaisir, et aux obsessionnels, il est arrivé un trauma qui leur a causé un trop de plaisir. C'est amusant, si vous voulez, parce qu'au fond, l'enjeu n'est pas tellement que c'est nécessairement négatif, mais que c'est hors du champ du plaisir, c'est-à-dire de ce qui, pour le sujet, peut être éprouvé dans une zone, au fond, d'abaissement des tensions, de retour des tensions autour de zéro, dans une zone d'homéostasie. Ce qui en excès, ou en excès positif ou négatif là-dessus, c'est ce que Lacan va appeler la jouissance, ultérieurement. Au fond, c'est tout ce qui déborde et qui, justement, n'est plus du plaisir. Et à voir avec ce que Freud a appelé la pulsion de mort, comme la part pulsionnelle qui ne relève plus du plaisir, qui fait que chacun est amené à construire des choses qui se retournent contre lui-même, n'est-ce pas? Nous connaissons tous ça, comment à l'occasion dans l'existence, bon, et certains s'y mettent bien plus que d'autres, comment à l'occasion dans l'existence, certains parfois peuvent en remettre sur un mode d'autodestruction. Bon, alors, par rapport à tout ça, le traumatisme, c'est... Donc, prenons l'exemple là de la pédophilie. Le traumatisme, c'est ce qui est inassimilable pour l'enfant. Ça n'est pas l'horreur de ce que l'adulte lui a fait. Je ne me place pas là sur un plan judiciaire, n'est-ce pas? Je ne considère pas du tout que la justice a tort de poursuivre le pédophile. C'est une autre affaire. Ce n'est pas la mienne. Je me place sur le plan clinique et des effets. Pas tout acte pédophile a les mêmes effets selon l'enfant, selon la façon dont c'est pris. On sait bien d'ailleurs, on peut prendre l'exemple aussi des camps de concentration, pas tous, pour ceux qui en sont sortis, pas tous parlent de l'épreuve de la même manière, ni n'ont subi l'épreuve de la même façon, etc. Au fond, mais pour en revenir à la pédophilie, il y a cet exemple que Freud cite du petit cas Emma, ça se trouve dans l'esquisse, n'est-ce pas? Et dans le petit cas Emma, c'est une petite fille qui donc a été, quand elle avait 5-6 ans, dans une épicerie, l'épicier a passé sa main sous sa jupe, voilà, attouchement, on dirait aujourd'hui. X années plus tard, quand elle est jeune adolescente, 12-13 ans, une autre scène se passe dans une épicerie. Alors, par rapport à la première scène, elle dit bien à Freud qu'après ce que l'épicier lui ait fait des attouchements, elle y est retournée encore plusieurs fois. Et puis qu'ensuite, elle a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas tout à fait là-dedans. Et elle n'y est plus allée. D'accord? Après ça, quelques années plus tard, elle se retrouve dans une épicerie, et il y a 2 hommes qui rient en regardant sa jupe,
Elle s'enfuit en courant, et depuis lors, elle n'ose plus aller dans une épicerie. Symptôme. Donc, où est le trauma? Il est sûr que le deuxième événement vient faire apparaître le premier comme trauma. Au moment du premier événement, donc parce que dans les deux cas, les deux moments se ressemblent. Freud précise bien que quand l'épicier lui mettait la main sous la jupe, il riait beaucoup. Et dans le second cas, il y a deux hommes en train de rire avec l'épicier en regardant sa jupe à elle. Et on voit tout de suite le lien qui existe entre les deux scènes, alors que la seconde est totalement sans attouchement et sans équivoque sexuel même. Sinon, dans les faits, que ça produit du rappel de la première scène. Donc voilà, la première scène est traumatique après coup. La première scène, sur le moment, est restée inassimilée, incompréhensible. On voit bien, la petite fille n'a pas compris ce qui se passait. C'est souvent comme ça dans ces cas-là. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y a pas éprouvé une certaine jouissance, équivoque, obscure. Elle y est retournée, d'ailleurs. Et ensuite, elle a cessé d'y aller avec le sentiment qu'il y avait là une équivoque obscure qui n'était pas permise et qui n'allait pas. Il est certain qu'elle n'a pas compris grand-chose à la sexualité adulte. Et donc on voit bien le côté informulé, le côté non concevable. Ce n'est pas le côté horrible, en effet. Ça, c'est un jugement vu de l'extérieur. Pour elle, c'est le côté, elle n'a pas bien compris. Elle n'avait pas l'élaboration nécessaire pour pouvoir saisir ce qui se passait. Et c'est resté comme une opacité dans laquelle elle-même avait pris sa part. Et c'est ça le trauma. Alors, comment traiter ça? Mais par exemple, je pense que la petite fille, il ne suffit pas de demander qu'est-ce qui s'est passé, et qu'elle dise ce qui s'est passé, et puis qu'on poursuive le méchant épicier, ce qui paraît très bien. Mais il s'agit aussi de lui faire dire, de lui faire construire là-dessus ce qu'elle a éprouvé, qu'au fond ça ne lui a pas déplu, en même temps, parce que vous voyez toute l'ambiguïté, c'est qu'en même temps on peut saisir de la scène, qu'en même temps ça lui déplaisait complètement, et en même temps ça lui plaisait un peu. On connaît ce genre de situation, n'est-ce pas? Où à la fois on aime bien un peu ça, et en même temps on n'aime pas du tout. Et c'est justement dans cet équivoque même que se joue cette dimension du trauma. Où le sujet ne peut pas dire ce qui se passe, effectivement. Ne peut pas dire, manque de mots, mais manque aussi de traduction possible de ça. Alors, dans le cas de la petite fille par rapport au monsieur, évidemment, elle manque tout à fait de traduction de ce que c'est que cette sexualité adulte, de ce que l'autre lui veut. Lui n'est pas du tout formalisable à cet âge-là, dans l'époque viennoise en question. Aujourd'hui, à 7 ans, on a déjà fait ça. D'accord? Donc, le trauma, en effet, comme inconcevable, du côté où ce n'est pas possible pour le sujet de le concevoir, de concevoir en mots la totalité de ce qui s'est passé, de pouvoir éponger, au fond, la totalité de ce qui s'est passé. Et d'autant moins qu'elle y éprouve quelque chose aussi. Donc il faut qu'elle puisse parler, je pense après, dans un cadre analytique, et si elle veut. Je vois bien, il ne faudrait pas évidemment exporter ce que je dis là dans le cadre des commissariats de police. Il est normal qu'on interroge la victime, et normal qu'on interroge aussi le violeur, ou le pédophile, disons. Mais souvent dans les commissariats de police de nos sociétés occidentales, il y a maintenant des services spécialisés qui peuvent interroger les enfants sur un mode très soft, et c'est évident que c'est pas là qu'il faut dire « Et tu as joui ?» C'est pas du tout ça la question. Je pense que c'est par rapport à l'élaboration qu'elle pourrait faire, vous me demandez chez un analyste, n'est-ce pas, de ce qu'elle pourrait faire du trauma pour, au fond, résorber cette dimension traumatique. Ça implique de pouvoir parler de ce qu'elle a éprouvé, sans avoir nécessairement l'idée a priori, nous, de ce qu'elle a éprouvé, mais en ayant quand même l'idée. Là, je parle du texte de Freud, là où elle dit clairement qu'elle y est retournée parce qu'elle y avait éprouvé un certain plaisir, au moins un certain émoi, c'est-à-dire quelque chose d'équivoque, complètement du côté du plaisir. Donc l'élaboration, la traduction là, c'est d'arriver à trouver les mots pour dire en effet plus ce qu'elle a éprouvé que ce qui s'est passé.
Anatosène. Oui, vous avez glissé des troubles anxieux à l'angoisse, car l'angoisse, c'est la base de tous les troubles anxieux. Je pense que là, il y a un parallèle tout à fait net entre Freud dans l'inhibition, symptômes et angoisse et le DSM-4 et maintenant le DSM-5. Ça veut dire Freud, il décline en névrose hystérique avec les conversions, les phobies, dont celle du petit Hans, et puis les névroses obsessionnelles. Ce sont les trois grands exemples de mécanismes différents de l'angoisse, ça veut dire dans les névroses. Et puis, si on va dans le DSM, c'est à des mots près, à une nomination près, c'est troubles somatoformes et psychosomatiques, troubles obsessionnels, je ne sais pas quel est l'équivalent actuellement, et puis phobie, les phobies différentes. Ensuite, vous avez fait un pas de plus parce que vous avez glissé vers la psychose. Et là, ça devient très intéressant. Parce qu'on on change de structure, on sort de la névrose et on commence à parler de l'angoisse dans les psychoses. À tel point que, l'angoisse, c'est clair qu'elle est importante aussi dans les psychoses. On voit déjà par le traitement les neuroleptiques qui sont considérés des anxiolytiques majeurs. À tel point qu'on pourrait se demander s'il n'y a pas un trouble anxieux mineur, un trouble anxieux majeur. Alors ma question c'est, là on voit l'angoisse pratiquement par rapport à tous les symptômes, en action dans tous les symptômes et dans les différentes structures, mais qu'en est-il des perversions ? Bonne question qui me laisse un peu embarrassé. Parce que ce qui me vient immédiatement, c'est un pervers peut-il être angoissé ? Donc, au fond, l'angoisse est présente dans la perversion, mais de l'autre côté, en face, si je puis dire. Donc, évidemment, ces concepts de symptômes, d'angoisse, etc., sont construits à partir de la névrose. Est-ce qu'ils sont valides pour en parler dans la psychose ? Je n'ai aucun doute là-dessus, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de raison de penser que l'angoisse éprouvée par un psychotique est fondamentalement différente. D'ailleurs, j'en ai pratiquement fait la démonstration avec ce cas du courtier, n'est-ce pas ? C'est tout à fait de même nature que l'angoisse éprouvée par un névrosé. Les réponses ne sont pas les mêmes, les réponses du sujet. Mais l'épreuve de l'angoisse est du même ordre, elle vient aussi sur l'objet, sur une séquence, etc. Du côté de la perversion, au fond, l'angoisse, elle est tout à fait, me semble-t-il, mise en jeu à condition de saisir, ça vient bien dans le fil là, de la question du trauma, n'est-ce pas, à l'occasion de saisir où est le sujet et où est l'objet, n'est-ce pas, dans un rapport du pervers à sa victime, entre guillemets, n'est-ce pas, c'est-à-dire entre le fétichiste. Prenons plutôt l'exhibitionniste et la petite fille en face, c'est souvent comme ça, hein, ou la femme en face. Au fond, c'est assez clair le rapport, mais il faut le saisir avec la façon dont Lacan l'a formulé, c'est-à-dire que le sujet, au sens du sujet divisé, au sens du sujet qui n'est pas dans la certitude. Le sujet, ce n'est pas le pervers. Et ce n'est pas le pervers. Souvent on dit en termes de psychologie courante, le pervers prend l'enfant comme objet, ou considère l'enfant comme objet. C'est le contraire qui se passe, n'est-ce pas ? Il faut bien saisir comment dans la perversion comme telle, ce que vise le pervers. C'est en tout cas comme ça que moi je vois la structure perverse, pour autant qu'il soit encore facile d'en parler. Parce que le monde évolue. Mais la structure perverse, c'est quand même le pervers présentifie un objet
que ce soit sous la forme d'un regard. Par exemple, quand le pervers, donc l'exhibitionniste, ouvre ses vêtements, parfois de façon extraordinairement subtile, dans un tram ou dans le métro ou dans le bus, n'est-ce pas, un pervers arrive à se montrer à une petite fille en face sans que personne n'ait rien vu. Je veux dire, c'est formidable parfois, quand même, comme montage de ça. Mais l'objet, au sens d'objet-regard, au sens d'objet de ce qui, là, est vraiment objet, c'est du côté du pervers que c'est, n'est-ce pas? Il se fait objet-regard de la petite fille. Et il est dans le champ de vision de la fille, mais ce qu'il propose, c'est qu'elle soit divisée par ce qui lui revient du regard en face. Ce qu'il propose, c'est qu'elle soit anxieuse. Et donc, c'est le sujet qui est anxieux. C'est pour ça que je dis que le sujet est du côté de la victime, le pervers se mettant du côté de l'objet. Et à ce titre, d'ailleurs, il est d'autant plus solide. C'est une simple, c'est pas une question de dénomination, c'est une question de doctrine essentielle pour saisir que dans le rapport entre le pervers et la victime, celui qui peut éprouver quelque chose, c'est la victime. Du côté du pervers se trouve seulement présentifier la jouissance de l'objet. Parce qu'à partir du moment où c'est vrai qu'on se demande s'il y a angoisse, ou pratiquement, on pourrait presque dire qu'il n'y a pas d'angoisse dans la perversion, ça pose aussi la question du symptôme dans la perversion. Je m'explique. Dans une émission Symptômes et angoisse, on parle beaucoup de cette deuxième théorie de l'angoisse chez Freud. Mais il me semble qu'il s'agit aussi d'une deuxième théorie du symptôme chez Freud. La première, elle était liée au refoulement des pulsions sexuelles. Et là, ça devient la théorie du symptôme beaucoup plus compliquée, où ça entre en scène l'angoisse. L'angoisse, elle est pratiquement à l'origine de la formation du symptôme dans une émission Symptômes et angoisse, et des pulsions agressives aussi. Alors, s'il y a cette intimité d'angoisse et symptômes, qu'en est-il aussi du symptôme de la perversion? Bon, ce sont des choses que je n'ai jamais pensées, puisque je suis responsable aussi d'un cours de troubles anxieux à l'UNIL, et je travaillais toujours la question de la névrose. Là, vous m'avez fait penser à la psychose qui est évidente, que je pensais de façon subliminale, et à partir du moment où on pense à la psychose, je commence à demander aussi sur la perversion. Qu'en-est-il de l'angoisse dans la perversion, et maintenant du symptôme de la perversion? Oui, donc ce que je dirais, c'est que l'angoisse dans la perversion est présente, mais du côté de l'autre. N'est-ce pas, du côté de l'autre. Elle n'est pas présente du côté du pervers lui-même. Alors le symptôme, évidemment, là, la thèse de Freud, c'est que la perversion, c'est le négatif de la névrose à un certain niveau. C'est sûr que c'est sans constitution de symptôme. C'est là où le névrosé doit organiser un symptôme pour supporter la dimension pulsionnelle. Le pervers, lui, vit la dimension pulsionnelle sans avoir besoin de la constitution du symptôme. C'est à ce titre-là, au fond, que c'est l'envers. Néanmoins, il faut bien reconnaître qu'au fond, la catégorie de la perversion devient moins pertinente dans le monde aujourd'hui. Elle devient moins pertinente parce que, au fond, qu'est-ce qui est encore interdit sur le plan sexuel? Rien pour autant, me semble-t-il, rien. Vous savez, il y a un certain nombre d'années encore, certaines choses étaient interdites. Par exemple, c'est datable tout ça, je ne peux pas dire les années, mais la pénétration anale était considérée comme un crime. Elle l'est encore d'ailleurs dans certains pays, comme un crime. Voilà. Donc, et par l'Église, etc. Donc, on est aujourd'hui dans un contexte différent. Tout ce qui relève de l'activité sexuelle est considéré comme normal dès lors que l'autre est consentant. Ça, si vous voulez, c'est ce qui est le plus courant aujourd'hui. Et la différence des sexes, d'ailleurs, du côté de l'objet d'amour, n'est plus non plus considérée du côté de la perversion. N'est-ce pas? Ça fait longtemps que l'homosexualité n'est plus considérée du côté de la perversion. Et donc, qu'est-ce qui reste de perversion? Ben, la pédophilie.
Parce que l'enfant, lui, n'est jamais consentant. Par définition, c'est simple. Ça limite beaucoup, évidemment, la question de la perversion aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'à l'occasion, on en rencontre encore, mais c'est vraiment du côté, c'est à chaque fois vérifié du côté de la structure que je disais là, donc du côté de comment le pervers cherche à faire vaciller l'autre. Et en même temps du côté du fétiche, c'est-à-dire comment quelque chose vient voiler pour lui la castration qui lui est en fait insupportable. Alors, dernière remarque, c'est que beaucoup de ceux qu'on considère comme les grands pervers aujourd'hui, disons dans le champ social, voire dans la psychiatrie, sont à mon avis pas des pervers, mais des psychotiques. Je pense là à des gens comme Dutroux, etc. Dutroux, c'est donc ce pédophile belge qui a rendu la Belgique célèbre pour ceux qui ne la connaissaient pas il y a quelques années. Non, mais enfin, je ne connais pas le cas en détail, mais je n'ai pas eu à l'examiner, mais je pense quand même très probable qu'il s'agisse d'une psychose. Vous avez une série d'autres exemples, quelqu'un comme Fourniret, par exemple, dont vous avez entendu parler aussi, qui a sévi en France et en Belgique également. Lui, c'est clairement psychotique, parce que c'est avec une mission. Il devait trouver des vierges, ça. C'est vraiment, au fond... Et ce type de criminalité, qui est très mise en valeur du côté de la perversion, je veux bien qu'on appelle ça pervers, c'est une manière, au fond, de mettre en jeu la psychose de façon particulière, c'est-à-dire la mettre en jeu avec les instruments de la perversion. Donc voilà pourquoi je pense que ce n'est pas si simple de parler de perversion aujourd'hui. J'ajoute que, depuis toujours, évidemment, il faut distinguer la perversion au sens du trait de perversion, qui consiste seulement à passer son fantasme à l'acte, ce qui est le rêve des obsessionnels, et qu'ils font parfois, puisque c'est aujourd'hui, il y a une plus grande liberté sexuelle. On passe son fantasme à l'acte, c'est toujours un peu pervers, évidemment, puisque le fantasme est copié sur la perversion. Et donc il y a toujours une dimension, la trait de perversion, et donc ça banalise la perversion. À ce sujet, je rebondis, ça me fait penser aux situations de jeunes filles anorexiques qui tout va bien et puis la famille transpire l'angoisse. Comment est-ce qu'on parlait de trait de perversion, enfin, après cette théorisation, qu'est-ce qu'on en dirait? Ou est-ce que ça rentre dans un champ autre? Ça, c'est vraiment la grande anorexie classique. D'accord, hein, c'est l'anorexie des jeunes filles qui visent l'angoisse de l'autre. Mais là, je ne pense pas du tout que c'est pervers, parce qu'au fond, elles visent l'inquiétude de l'autre, n'est-ce pas? Au sens, c'est plutôt au sens où il s'agit quelle est la formule de Lacan encore? Faire d'une... Enfin, elle fabrique, si vous voulez, elle fabrique chez l'autre, en tout cas, elle produit chez l'autre un désir. C'est-à-dire, l'anorexique classique, l'anorexie de la jeune fille, c'est quand même la jeune fille qui est vraiment très soignée, aimée, et au fond, par rapport à laquelle on a toujours été très attentif à ce qu'elle ne manque de rien, et qui vient là dire, ça n'est pas du côté du besoin, c'est du côté du désir. Elle vient jouer d'un besoin comme d'un désir, en touchant l'angoisse chez l'autre. Mais c'est, à mon avis, tout à fait hystérique, ça. Mais c'est sûr que ça angoisse l'autre. Donc, on voit bien la difficulté de la perversion, hein, donc, parce que, au fond, elle est touchée par plusieurs bouts comme ça, mais je ne dirais jamais ça pervers. Hein, non, c'était pour... Mais vous avez raison, parce que ça vient produire le même effet. Ça vient produire le même effet. Ceci dit, ce qui est visé, c'est pas, elle ne jouit pas de ce que l'autre soit angoissé. Enfin, si, peut-être, mais c'est du côté du bénéfice secondaire. Elle s'attend à ce que l'autre l'aime. Une demande d'amour. Oui, je pense à des idées violemment d'abord, après, des idées Dans ces cas-là, il faut que le psychiatre ne soit pas angoissé.
Non, mais parce qu'elle arrive à angoisser les psychiatres aussi, hein, on est d'accord. Tous les somaticiens, ça permet des choses. Donc c'est vraiment exactement cette question-là, au fond, que je voulais continuer, parce qu'il y a quelque chose dans l'angoisse qui est chez ceux qui soignent, et ceux qui, comme moi, enseignent, et donc rendent affaire à des jeunes qui vont mal. Et ma question, c'est quand vous lisez DSM ou CIM, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si vraiment la psychose existe encore? Parce que, d'une certaine manière, ce que vous nous avez montré, c'est que dans ces manifestations, on n'entend pas qu'il y a quelque chose de structure qui ne va pas, qui ne pourrait pas aller si on n'a que cette clé de lecture. Est-ce que c'est ça que vous nous avez montré un peu aujourd'hui? Ou est-ce qu'au fond, quand on voit ces phénoménologies et pathologies, est-ce qu'on peut penser encore qu'il y a des gens qui vont vraiment pas bien? Ou qui font juste exprès, qui manipulent, qui font pour embêter l'autre? C'est vrai, si vous voulez, qu'une fois qu'on a une description purement phénoménale, la dimension de la dynamique que ça prend dans la place, la dynamique que ça prend pour le sujet, n'est à l'occasion pas repérable. Il est certain qu'il y a des anorexies qui jouent ainsi de l'angoisse de l'autre pour obtenir qu'on reconnaisse, au fond, que j'ai besoin d'autre chose que seulement qu'on s'occupe de mes besoins. N'est-ce pas? C'est l'exemple des jeunes filles que vous évoquez là. Il y a aussi, quand même, dans l'anorexie, le côté, ce qui est visé, c'est pas l'angoisse chez l'autre, mais c'est qu'on voit mes os, que je vois mes os, etc. Et ou alors, dans certains cas, on peut être beaucoup plus proche de la structure psychotique, bien entendu, selon, enfin, c'est à voir quand même tout à fait au cas par cas. Je me souviens d'une anorexique qui venait chez moi et qui me disait, je sais, et c'est une femme qui était très, très attentive à attirer le regard des hommes, n'est-ce pas, à séduire. Je sais que les hommes, elle était mince, pas tout à fait anorexique. Je sais que les hommes préfèrent des femmes qui ont un peu de forme. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie d'eux. Là, on voit bien qu'on est du côté de la névrose. Enfin, à la fois, elle veut que l'autre l'âme, malgré le fait qu'elle n'aura pas la bonne forme. Et qu'elle rejoint plutôt la forme féminine idéalisée du mannequin poussé à l'extrême. On a beaucoup de cas de figure comme ça, mais on a aussi ces situations où, en effet, il y a des anorexies parce que donc la nourriture est empoisonnée, etc. C'est des anorexies délirantes, n'est-ce pas? Mais vous avez aussi, moi j'ai vu, je vois encore toujours d'ailleurs, depuis quelques temps là, une jeune dame qui est extrêmement mince. Voilà, extrêmement mince. Elle vient chez moi depuis un certain temps. Et elle est venue pour quelque chose de très précis, qui est qu'elle avait une angoisse au moment de manger. Et donc elle n'arrivait plus à avaler. Et donc elle avait perdu 2 kilos ces derniers temps. Ça l'inquiétait beaucoup. Je ne lui ai pas parlé une seconde d'anorexie. Et à la 3e séance, elle m'a dit, vous êtes le premier qui ne me dit pas que je suis anorexique. Parce qu'en fait, je ne suis pas anorexique, me dit-elle. Elle a 25 ans, un truc comme ça. Ça fait 25 ans que je suis comme ça. On est tous maigres dans ma famille. Très maigres. Le problème, c'est pas que j'ai pas envie de manger, c'est pas que j'ai envie d'être plus mince, on est comme ça. J'ai toujours été comme ça. Mais là, je m'inquiète parce que c'est au moment d'avaler que quelque chose ne va pas, du côté de l'angoisse, et pas du côté de l'anorexie du tout. Et donc, des trucs comme le DSM pousseraient à avoir là une anorexie, évidemment, alors que ça n'a pas du tout. Oui, je reviens sur la question de la perversion, parce que bon, le modèle de perversion pour Freud, c'était le fétichisme, et effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, il y a une prolifération de fétiches, donc ça ne fait plus problème. On n'arrive pas à distinguer, mais dans le séminaire 4, donc Lacan a beaucoup parlé dans la relation d'objet, la fonction de fétiche, et puis bon, de ce que vous avez dit, donc objet-regard et la production, donc le changement de position du sujet à objet, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que de temps en temps, ça fait problème. Je pense que récemment, il y a eu un cas en France, le politicien, où vraiment il y avait une histoire de pied qui était fétichiste,
temps en temps, ça fait scandale, mais il y a une prolifération d'objets fétichiques. Mais je pense que ça fait toujours problème, dans le sens que, vous avez dit, c'est la difficulté de supporter la castration. Hein. Et alors, l'angoisse, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait voir là, en mode projet, oui, sur en mode de projection, donc est-ce que si l'intention de la personne, ce serait projeter l'angoisse pour produire l'angoisse chez l'autre. Donc, quelle serait la jouissance de cette production de l'angoisse chez l'autre? C'est ça ma question. Parce que l'angoisse partirait bien de la personne qui veut produire l'angoisse chez l'autre, mais qui ne peut pas être sentie ou vécue, je ne sais pas comment parler de ça. Je pense qu'on peut encore parler de perversion aujourd'hui à l'occasion, mais ce ne sont pas nécessairement les cas qu'on voit le plus souvent dans le champ qui nous occupe, ni chez les psychanalystes, ni d'ailleurs chez les psychiatres ou les travailleurs de la santé mentale, parce qu'au fond, ce ne sont pas nécessairement des gens très divisés par ce qui leur arrive, n'est-ce pas? Les pervers arrivent quand ils sont passés à l'acte d'une façon telle qu'ils sont mis sous contrainte de soins. Mais ils ne passent pas tous tellement à l'acte comme ça. Prenez le grand exemple, c'est qu'un Sade, il a passé beaucoup plus de temps en prison qu'il n'a passé à l'acte, en fait. C'était un homme qui était relativement sage dans son existence et dans ses écrits qu'il n'a pas été du tout. Et donc, remarquez, Jean Genet, c'est un autre grande référence, évidemment, pour les écrits de la pervers. C'est à partir de ses écrits aussi que peut se situer cette structure perverse. Je dis simplement qu'il est plus difficile d'en parler aujourd'hui parce que déjà qu'ils ne viennent pas tellement, il y a aussi que les traits de perversion sont plus fréquents dans les autres structures dès lors que la sexualité est plus libérée à un certain niveau. Et la société, si vous voulez, évoluer sur ces points-là. Et d'autre part, le simple fait de provoquer l'angoisse chez l'autre ne suffit pas à dire c'est une perversion, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai, il y a une dimension perversité parfois là-dedans. Mais tout ça, c'est du côté des phénomènes de perversion tels qu'ils sont aussi bien utilisés dans d'autres structures, comme trait de perversion, une trait de perversité, s'il s'agit vraiment d'emmerder l'autre. Oui, ça peut arriver. Voilà, donc je trouve le diagnostic de perversion est plus difficile à faire, peut-être plus rare. C'est une interrogation que j'ai là-dessus, sans plus. Mais ça arrive encore à l'occasion, mais c'est quand même plus rare. Et d'autre part, on peut parler d'angoisse, mais c'est réparti chez le partenaire. Donc c'est réparti chez l'autre, oui. Mais il y a quand même cette intention de produire l'un chez l'autre, il doit avoir une certaine jouissance. Oui, oui, c'est ça. Le critère quand même, si vous voulez, entre le type qui produit de l'angoisse chez l'autre en l'embêtant beaucoup, c'est tout ce qu'on appelle aussi les... au travail, comment on appelle ça, le harcèlement au travail, par exemple. Ça produit de l'angoisse, on voit bien ça, le harcèlement au travail. Néanmoins, pour que ce soit pervers, il faut que ça produise une jouissance chez le sujet, enfin, chez celui qui provoque ça. Pour le dire platement, il faut qu'il bande de ça. D'accord, hein? C'est ça le principe de la perversion. C'est quand même, il jouit sexuellement de l'acte en question. Il y a aussi un niveau... Il n'y a pas aussi un niveau peut-être un peu plus inconscient chez l'hystérique anorexique qui inquiète l'autre par rapport au pervers qui j'imagine, enfin bon, c'est vrai qu'on n'en voit pas chez tout, en tout cas je ne pense pas en avoir vu, qui vraiment veut provoquer l'angoisse chez l'interlocuteur et c'est un peu conscient peut-être. Je suis tout à fait d'accord. On a peut-être le temps pour
une ou deux questions. Peut-être c'est... Je ne sais pas si ça fonctionne. D'accord. C'est ça, vous posez la question. Voilà. Dans les anxieux, chez les personnes qui ont peur de perdre le contrôle, de perdre le contrôle, la phobie d'impulsion, enfin, comment vous voyez l'angoisse dans les cas comme ça? C'est-à-dire, oui, mais c'est la peur de la peur, ça, hein? D'accord, c'est l'angoisse de l'angoisse. Hein? C'est l'angoisse de se retrouver dans une situation où je serai angoissé. C'est bien ça, hein? Oui. D'accord. Ben oui, c'est-à-dire quand l'angoisse est trop forte, si vous voulez des traitements de l'angoisse spontanés par le sujet, comme l'agoraphobie, ça fonctionne, il suffit de ne plus aller sur les grandes places. Vous avez ainsi des personnes qui... Alors, Freud a une remarque, c'est qu'il faut quand même, à un agoraphobe, il faut quand même lui... Est-ce qu'il faut donner des conseils aux patients? Freud répond jamais, sauf parfois. Par exemple, à un agoraphobe, il faut lui dire qu'il doit quand même passer en rue pour venir jusque chez son analyste. C'est un conseil, d'accord? Bon. Mais ceci dit, j'ai par exemple une personne qui venait chez moi et qui avait une phobie des tunnels en voiture. Or évidemment, dans une ville comme Bruxelles, il y a de plus en plus de tunnels. Ce qui fait que pour arriver chez moi en voiture, elle devait faire des tas de détours pour éviter les tunnels. Mais elle faisait des détours pendant tout un temps. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment où ça ne marche plus. Quelqu'un qui est comme ça angoissé, donc je pense à une autre personne qui était angoissée de perdre le contrôle sur la route. Alors c'est une angoisse de type agoraphobe. Je suis dans une voiture, ce n'est pas moi ou c'est moi qui conduis d'ailleurs, et on est sur une petite route, ça va. On est sur une petite rue en ville, ça va. On est sur un grand boulevard ou sur l'autoroute, catastrophe. Parce que sur l'autoroute, je ne peux pas m'arrêter quand je veux. Et donc si je suis pris du phénomène d'angoisse pendant que je suis sur l'autoroute, je ne pourrais pas m'arrêter tout de suite. D'où angoisse de monter sur l'autoroute. C'est donc l'angoisse qui anticipe sur le signal. Alors, c'est le même principe que l'anxiété diffuse, sauf que ça reste localisé et que c'est souvent beaucoup plus violent quand même. Donc je comprends ça comme l'angoisse, une angoisse qui déborde le simple signal de l'angoisse, puisque ça anticipe, le moi anticipe sur le signal de l'angoisse, en provoquant ainsi l'angoisse par anticipation. Ça peut être très long, hein, puisque là, j'ai pensé quelqu'un qui devait aller habiter en Bretagne, enfin habiter en Belgique, mais sa famille était en Bretagne, et elle devait aller régulièrement en Bretagne, et elle n'osait pas monter sur une autoroute, ça rallonge sérieusement le trajet. Hein. Donc, en analyse, en parlant, ça s'est réduit. On ne peut pas toujours savoir comment. Parfois, il y a une interprétation qui fait que ça s'arrête, qu'on a saisi un point nodal et ça s'efface. Parfois, ça se réduit. Et progressivement, l'angoisse diminue. Parce que quand on parle des phobies, enfin, si on prend l'agoraphobie ou toutes les phobies, souvent l'objet de la phobie qui est clairement défini. Moi, j'avais une patiente qui avait peur d'être responsable de catastrophes. Dans différents milieux de sa vie, avec ses enfants, avec son mari, la peur de tout d'un coup de tromper son mari et que la conséquence soit catastrophique, la peur de gronder son enfant puis que ça le marque de manière traumatique. C'est plus obsessionnel, ça. D'accord, hein? Là, j'ai comme ça un homme qui avait peur de jeter son enfant par la fenêtre. Non, mais c'est vrai, c'est terrifiant quand même. Donc c'est du même ordre. Et donc il avait peur de rester seul avec son bébé, parce qu'il avait peur, il lui venait l'idée, et si je le jetais par la fenêtre? Ça lui faisait peur. Mais il n'était pas prêt à passer à l'acte, évidemment, hein, c'est un obsessionnel. C'est pas comme le psychotique, parce que j'ai parlé d'un psychotique qui a jeté son enfant par la fenêtre. Heureusement, l'enfant n'a pas été
été laissée, mais elle est venue me voir après. C'est dans le postpartum, ça. Là, on voit bien, c'est l'angoisse a dominé brusquement. Personne n'a saisi qu'elle allait très mal. Et donc là, l'acte vient en part angoisse, comme un être-mère. Il vient en part angoisse brutalement. Du côté obsessionnel, c'est vraiment l'obsession du je pourrais être amené à passer à l'acte, ne plus arriver à me contrôler de ça. Mais c'est un symptôme obsessionnel. En fait, ça ne passe pas si vite à l'acte quand même, de ce point de vue-là. Mais là, pour vous, ça serait aussi, avec la parole, l'un des traitements les plus efficaces. Mais c'est très... Dans la dose obsessionnelle, ça peut quand même être assez résistant. Oui, c'est vrai. Ça peut être assez résistant. Mais enfin, quand même, ce type de crainte massive, ça ne résiste pas nécessairement si longtemps. Ça dépend d'un cas par cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. En tout cas, un grand merci à Alexandre Stevens, la conférence, la présence parmi nous. Et je vous invite, pour ceux qui en tombent, à prendre pour cette verrée. Une dernière petite annonce. Donc, la dernière conférence a lieu le jeudi 22 septembre, donc à 13h30 cette fois-ci. Et nous aurons le plaisir d'entendre Madame Desidéa Villa-Seidel et Monsieur Leslie Ponce nous parler des troupes de Merci.